Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de sœurs historiques ayant connu des vies tragiques. De la négligence et de l'exploitation à la maladie et au meurtre, ces sœurs ont eu des vies que peu de gens souhaiteraient à leur pire ennemi. Rejoignez-moi pour découvrir leurs histoires dans notre premier récit, en remontant aux États-Unis des années 1850. Millie et Christine McCoy sont nées le 11 juillet 1851 dans une plantation près de Whiteville, en Caroline du Nord. Elles sont nées en esclavage car leurs parents, Jacob et Monemia McCoy, étaient asservis par Alexandre McKay, dont la famille a pris le nom de famille. À cette époque, la liberté était encore à plus d'une décennie, et une guerre civile brutale de distance. À la naissance, elles pesaient ensemble 17 livres, choquant tous les présents. Millie et Christine étaient des jumelles siamoises reliées au bas du dos et à la colonne vertébrale par du cartilage, partageant certains organes vitaux, mais pas tous. Les jumelles sont nées dans une famille de 9 enfants, avec déjà 5 garçons et 2 filles. Contrairement à Millie et Christine, aucun de leurs frères et sœurs n'avait de particularité physique. Leur condition unique, combinée aux difficultés d'être nés dans l'esclavage, a marqué le début d'un parcours extraordinaire et difficile. Pour les jumelles McCoy, la vie de Millie et Christine a été chaotique et tragique dès leur naissance. La nouvelle de la naissance de ces sœurs inhabituelles, qui présentaient une anomalie médicale, s'est rapidement répandue dans la région. Au XIXe siècle, beaucoup de gens ne connaissaient pas le concept de jumelles siamoises, et ainsi les gens ont commencé à se rendre à la ferme Mackay pour les apercevoir. Finalement, Alexandre Mackay s'est irrité de cette perturbation dans sa vie quotidienne. Ainsi, alors qu'elle n'avait que 10 mois, il les a vendues à John C. Purvis à condition que leur mère, Monemia, puisse rester avec elle. Mais cet arrangement n'a pas duré. Un an après, les jumelles furent revendues à un homme nommé Brower. Brower, avec le soutien financier de Joseph P., a payé la somme stupéfiante de $10 000 pour les jumelles, soit l'équivalent d'environ $400 000. Aujourd'hui, motivé par le profit, Brower a exhibé les fillettes comme les jumelles de Caroline, parcourant les États du Sud comme la Louisiane, le Texas et la Caroline du Nord. En octobre 1853, Millie et Christine ont fait la une lors de la première foire officielle de l'État de Caroline du Nord, qui attirait chaque jour environ 5000 personnes. Les filles ont connu un succès immédiat, mais certains soupçonnaient une supercherie. À la Nouvelle-Orléans, pour un autre spectacle, Brower a fait examiner les filles par des médecins locaux qui ont confirmé leur authenticité. La vie des jumelles siamoises exposées au public était éprouvante. Les filles étaient souvent séparées de leur mère et, même si elles ne pouvaient pas le comprendre à l'époque, elles étaient également la cible de moqueries publiques, même en tant que tout petites siamoises. Elles étaient maladroites, manquaient de coordination et tombaient souvent en marchant. Avec le temps, elles ont adopté une démarche latérale unique, devenue une danse charmante qui ravissait le public. Cela devint un rare moment de joie dans des vies autrement marquées par la difficulté et l'exploitation. Lors d'une tournée à la Nouvelle-Orléans, Brown reçut une offre irrésistible. $45 000 pour les jumelles, une fortune bien supérieure à ce qui avait été payé à l'origine. Payé. Cela équivaut à plus de 18 millions de dollars aujourd'hui. Il accepta aussitôt, mais l'affaire semblait trop belle pour être vraie. Brower avait été escroqué et Millie et Christine étaient le parti, enlevés par le prétendu acheteur. Les jumelles restèrent invisibles jusqu'en 1854, date de leur réapparition dans un musée à Philadelphie. Durant cette période, de fortes disputes éclataient sur leur propriété. Brower, Joseph P. Smith et Alexandre Mackay, qui regrettaient d'avoir vendu les jumelles à bas prix, en réclamèrent la propriété. Pendant ce temps, leur mère Monemia luttait pour récupérer ses filles. L'escroquerie laissa Brower ruiné et écarté. Smith devint le propriétaire légal des jumelles et dépensa sans compter pour les récupérer, engageant un détective privé pour retrouver Millie et Christine. Leur ravisseur était parti au nord, exhibant les jumelles au célèbre American Museum de Phineas Taylor Barnum à Manhattan. Les jumelles sont d'abord apparues au Canada avant d'être emmenées à Liverpool, en Angleterre.
À ce stade, Millie et Christine avaient passé la grande majorité de leur jeune vie loin de leur maison et de leur famille. En 1857, après une recherche épuisante de 3 ans, l'enquêteur privé les retrouva enfin en Angleterre. Leur mère, Monémia, et leur propriétaire, Joseph P. Smith, allèrent à Liverpool pour les récupérer enfin. À Birmingham, les jumelles, âgées maintenant d'environ 5 ans et demi, furent réunies avec leur mère. Ce fut un moment doux amer. Millie et Christine avaient passé la plupart de leur vie entre les mains de ravisseurs, exploités comme curiosités lucratives. Pourtant, même après avoir été sauvées, leur vie n'a pas tellement changé. Elles furent rapidement remises au travail, exposées de nouveau au public, d'abord au Royaume-Uni, puis plus tard aux États-Unis, poursuivant leur vie en tant que spectacle pour divertir les autres. Ainsi s'est passée l'enfance de Millie et Christine. On peut se demander ce qu'elles pensaient de leur situation à l'époque. Les choses changèrent cependant en 1860 lorsqu'Abraham Lincoln remporta l'élection présidentielle américaine à la fin de cette année-là. En quelques semaines, la Caroline du Sud fit sécession, bientôt suivie par d'autres États du Sud, dont la Caroline du Nord, État natal de Millie et Christine. Au premier semestre 1861, la nation sombra dans le chaos et la guerre de sécession débuta. À ce moment, les filles étaient de retour en Caroline du Nord, partageant leur temps entre les maisons Smith. Elles passaient du temps avec leurs parents biologiques et parcouraient les États du Sud en tournée. La guerre civile a restreint les déplacements des jumelles, mais a permis leur éducation malgré leur détention chez des propriétaires d'esclaves. Les Smiths auraient bien traité Millie et Christine. L'épouse de Joseph a bravé la loi en leur apprenant à lire et écrire, ce qui était audacieux alors. Millie et Christine ont également appris à parler plusieurs langues et ont même reçu une formation professionnelle en chant, ce qui allait plus tard définir leur carrière. Joseph Smith est décédé pendant la guerre, laissant derrière lui un domaine qui comprenait plus de 30 esclaves. Malgré sa mort, Millie et Christine sont restées esclaves sous la famille Smith, mais à la fin de la guerre civile, la liberté est enfin arrivée. Les jumelles, ainsi que leurs parents, leurs frères et sœurs, et d'innombrables autres personnes à travers le Sud, ont été libérées lorsque l'esclavage a finalement été aboli aux États-Unis à la fin de la guerre. Et à l'adolescence, Millie et Christine ont pu reprendre leur tournée avec un degré d'autonomie bien plus grand qu'auparavant. À cette époque, les cirques, appelés alors foires aux monstres, étaient à leur apogée. Des impresarios comme Phineas Taylor Barnum dirigèrent des troupes d'individus présentant des anomalies médicales, des géants et des nains aux femmes à barbe ou personnes avec membres supplémentaires. Avant la télévision et la radio, la curiosité surpassait souvent la compassion envers les personnes souffrantes. Ainsi, les foules affluaient vers les cirques et les foires locales chaque fois qu'ils arrivaient en ville. Millie et Christine se produisaient d'à partout et étaient très populaires. À l'époque, la fascination pour les jumelles siamoises était répandue. Souvent appelées jumelles siamoises, ce terme vient des célèbres jumeaux conjoints Cheng et Mbunker qui sont nés au Siam, l'actuelle Thaïlande. Parfois, Millie et Christine étaient exposées sans atteinte à la pudeur pour prouver qu'elles étaient réellement jointes, satisfaisant la curiosité du public tout en conservant le décorum. Au fil des tournées, parfois avec Barnum Scholes ou d'autres directeurs, elles ont gagné en expérience et semblaient s'épanouir dans leur rôle. À la fin des années 1860, elles ont rédigé un mémoire en utilisant la devise « Comme Dieu l'a décrété ». Nous avons accepté, témoignant ainsi de leur acceptation inhabituelle de la situation médicale et de leur volonté d'en tirer le meilleur. Peu après, elles sont revenues en Europe et, comme de nombreux artistes de cirque célèbres, ont rencontré la reine Victoria. Un moment fort de leur spectacle était leur duo, où les sœurs chantaient ensemble ou alternaient, avec Christine prenant un couplet et Millie le refrain, ou inversement. Beaucoup de ces chansons seraient plus tard publiées dans un long livret détaillant leur vie et leur carrière. De nombreuses descriptions de Millie et Christine ont été écrites à l'époque avec un langage inacceptable aujourd'hui. L'une de ces œuvres, intitulée « Esquisse biographique de Millie Christine »,
Les jumelles de Caroline, surnommées le rossignol à deux têtes et la 8e merveille du monde, désignent les jumelles comme une créature et font ailleurs référence à elles comme une fille unique. Comme s'ils ignoraient que les jumelles siamoises étaient deux personnes. Une autre publicité malheureuse annonçant l'arrivée des filles à Liverpool en 1871 les a décrites comme une cargaison arrivant sur un navire, déclarant qu'une cargaison était arrivée. Comme le dit M. Toole, cela peut être qualifié d'extraordinaire. Le rapport poursuivait ainsi. Nous avons ici une jeune femme avec un seul corps, mais deux esprits distincts, nés de deux têtes séparées. Tous les hommes de science qui l'ont vue à l'hôtel de Washington l'autre jour peuvent témoigner de l'intelligence remarquable qui prédomine dans les deux cerveaux. La capacité des deux têtes à converser simultanément avec deux personnes différentes sur des sujets différents en témoigne suffisamment. Mais la merveille ne s'est pas arrêtée là. Certains des plus beaux duos musicaux ont été chantés par un soprano aigu et un contralto pur. Les notes provenaient chant de deux têtes, et pourtant un seul tronc fournissait la verve. D'autres se livraient simplement à des plaisanteries assez idiotes. Le Cincinnati Inquirer a plaisanté que la fille à deux têtes serait une bonne jurée, pouvant examiner les deux côtés de l'affaire simultanément. Ces remarques moqueuses soulignaient leur célébrité. Leur vie était-elle un simple spectacle, ou ont-elles fait de cette notoriété quelque chose d'exceptionnel ? Millie et Christine étaient victimes d'un monde qui les voyait comme des phénomènes de foire, ce qui faisait partie de leur réalité. Cependant, en même temps, des artistes comme elles, qui travaillaient pour Barnum et d'autres cirques à cette époque, étaient généreusement récompensés. S'ils savaient exploiter leur popularité, ils pouvaient en gagner beaucoup et prendre une retraite confortable. Christine pouvait gagner environ 25 000 $ par an en travaillant sur le circuit des foires agricoles aux États-Unis. Les grands spectacles urbains ou les voyages en Europe promettaient des gains encore supérieurs. C'était une somme énorme dans les années 1870, surtout durant la Grande Dépression de 1873 à 1879 aux États-Unis. Avec leur pouvoir de gain et le marché déprimé, ils ont renversé le désavantage qui avait caractérisé leur vie et ont tiré le meilleur parti de la situation. Dans les années 1870, ils ont acheté la plantation Mackay, où ils étaient nés plus de 20 ans auparavant, et l'ont offerte à leur père. Après sa mort, ils ont acheté la ferme et bâti une grande maison de 14 pièces, où ils ont vécu avec de nombreux membres de leur famille. À la vingtaine, Millie et Christine avaient gagné assez d'argent pour prendre une semi-retraite, comme d'autres artistes de cirque de l'époque. Après 5 à 10 ans de tournées réussies, ils ont accumulé assez de richesses pour vivre confortablement, souvent aidés par du personnel de maison. En cas de manque d'argent, elles pouvaient tôt revenir pour une tournée d'1 ou 2 saisons et gagner beaucoup grâce à la forte demande. En 1871, les jumelles entamèrent une tournée en Europe, visitant la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Russie. Les spectacles recevaient souvent des cadeaux des souverains et aristocrates européens lors de leurs prestations dans les cours royales. De retour en Amérique, le duo accepta également de se présenter dans plusieurs institutions médicales et collèges américains pour des examens physiques. C'était une forme d'exploitation et assez cruelle. Cependant, il faut se rappeler qu'à cette époque, il y avait un véritable manque de compréhension du phénomène des jumeaux siamois, et les médecins étaient désireux d'en apprendre davantage à ce sujet. Millie et Christine ont pris leur retraite dans les années 1880. Elles avaient la trentaine et vivaient paisiblement dans la ferme où elles étaient nées, en Caroline du Nord. Des études révèlent que les jumelles ont discrètement soutenu leur communauté, finançant une école pour filles noires et aidant plusieurs collèges des Carolines, souvent anonymement. Elles ont eu une vie assez longue pour des jumelles siamoises, souvent confrontées à des complications de santé dues au partage d'organes vitaux. Millie et Christine ont vécu un peu plus de 60 ans. Elles sont mortes non pas à cause de leur condition de jumelles siamoises, mais de la tuberculose, l'une des principales causes de mortalité de l'époque. C'est ce qui a coûté la vie à Millie le 8 octobre 1912 à l'âge de 61 ans. Christine serait décédée environ 12 heures plus tard,
dans ce qui a dû être une fin très triste. Elles ont été enterrées à Tweedville, leur lieu de naissance, il y a plus de 60 ans. Leur pierre tombale porte l'inscription « Une âme avec deux pensées, deux cœurs qui battent, comme un seul ». Les jumelles ont légué leur héritage à leur famille. De récentes biographies ont ravivé l'histoire autrefois oubliée de Millie et Christine. Ensuite, nous traversons le Canada où un événement inédit a transformé 5 sœurs en un spectacle mondial. Les quintuplés Dionne sont nés dans la ville de Callander, en Ontario, au Canada, le 28 mai 1934. Leurs parents, deux Canadiens français nommés Oliva Édouard Dion et Elzire Dionne, ont nommé les 5 filles Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne Elzire. La grossesse de Dionne était inhabituelle. Aujourd'hui, une échographie détecterait des quintuplés à un stade de la grossesse. Cependant, ces méthodes n'étaient pas accessibles à l'époque, surtout dans les zones rurales du Canada. Bien qu'Elze ait plus tard noté qu'elle pensait peut-être porter des jumeaux pendant sa grossesse, il est probable qu'il y ait eu un 6e enfant impliqué. Comme Elze l'a noté plus tard, vers la fin de son premier trimestre, elle avait souffert de crampes sévères et avait expulsé un objet anormal qui était possiblement un fœtus cyte très peu développé. Les 5 filles Dionne sont nées prématurément, ce qui est tout à fait typique pour les naissances multiples, en particulier celles impliquant 5 enfants. Considérablement en sous-poids, elles ont nécessité des soins intensifs dès leur naissance pour survivre et sont devenues le premier groupe de quintuplés à survivre à la petite enfance. Pour comprendre comment la vie des quintuplés Dion s'est développée dans les années 1930 et 1940, il faut examiner plus largement le phénomène des quintuplés et des naissances multiples. Les jumeaux surviennent naturellement dans environ une grossesse sur 250 les triplés, dans une sur 10 000, tandis que les quadruplés ne surviennent que dans une grossesse sur 700 000. Ce chiffre grimpe à un incroyable une grossesse sur 55 millions lorsqu'il s'agit de quintuplés. Il est donc facile de comprendre pourquoi les quintuplés dionquins étaient jugés si uniques à leur naissance. Les 5 ont survécu à leur première semaine. La naissance de plusieurs enfants s'accompagne d'une multitude de risques médicaux croissants, plus le nombre d'enfants est élevé. La principale complication est que les enfants naissent prématurés ou avec un poids trop faible pour survivre. Les mortinaissances sont bien plus fréquentes lors de grossesses multiples, et ces risques médicaux persistent après la naissance. De nombreuses maladies peuvent affecter les enfants issus de grossesses multiples à l'entrée dans l'âge adulte. Par exemple, les 4 quadruplés Géniane, qui sont nés dans le Midwest américain en 1930, quelques années avant les quintuplés dionquins, ont tous développé la schizophrénie. La paralysie cérébrale touche aussi bien plus d'enfants nés de grossesses multiples. Compte tenu de ces facteurs de risque, il n'est pas surprenant que les jumeaux et triplés survivaient peu avant la révolution médicale des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, alors que la survie des quadruplés et des quintuplés était inconnue. Les premiers quadruplés ayant survécu à la naissance et à l'enfance étaient les quadruplés Gary, nés en Suisse en 1880. Les Dionne sont les premiers quintuplés survivants enregistrés. Et c'est cela qui les a projetés sous les feux de la rampe et les a rendus célèbres dès l'instant de leur naissance. Les quintuplés Dionne ont aussitôt suscité un fort intérêt médiatique au Canada et aux États-Unis, ce qui a mené à un litige juridique peu après leur naissance. Le père des filles, Oliva, a été approché par les organisateurs de l'Exposition internationale du siècle de progrès qui se tenait à Chicago en 1933 et 1934. La foire célébrait le centenaire de Chicago comme ville, tout en étant un événement international majeur. Les organisateurs voulaient maintenant exposer les Dion quintuplés lors de l'événement. Malheureusement, Olivier Dion a été persuadé de signer un contrat, concluant un accord avec les organisateurs de la foire. Sur les conseils du docteur Alan Roy Dufault, le médecin qui avait supervisé la grossesse réussie. Cependant, Olivier et Élisée ont rapidement changé d'avis, et Olivier a tenté de révoquer le contrat en affirmant qu'il n'était pas légalement valable.
Elzir n'ayant pas signé, les organisateurs de la foire ont protesté, entraînant un litige juridique. C'est dans ce contexte qu'Oliva a décidé de confier la garde des 5 filles à la Croix-Rouge au Canada afin de les protéger des organisateurs de la foire. Lui et Elzir n'avaient pas non plus les ressources financières ni, en réalité, les connaissances nécessaires pour savoir comment s'occuper de quintuplés. Malgré cela, les filles ont quand même été envoyées à Chicago et brièvement exposées. Dans l'immédiat après cela, le gouvernement canadien a adopté la loi sur les quintuplés Dion, qui a fait des 5 filles des pupilles de l'État canadien. Olivier Dion a obtenu un siège dans un conseil aux côtés du docteur Dufault et du ministre canadien du Bien-être social, David Crowe. Il n'a jamais vraiment voté dans ce conseil, et les filles sont devenues pupilles de l'État vers 1935. Les motifs déclarés du gouvernement canadien pour séparer les jumelles Dionquin de leur famille biologique étaient d'assurer qu'elles soient bien élevées. L'argument était qu'Oliva et Elzédion, disposant de ressources limitées et se trouvant dans une situation unique dans l'histoire de l'humanité, n'étaient pas aptes à le faire. Cependant, dès le début, l'attitude du gouvernement canadien et de la personne nommée pour s'occuper des 5 filles était extrêmement exploiteuse. Un hôpital nommé l'hôpital Dafoe, ou la nurserie du nom du docteur Dafoe, a été spécialement construit pour qu'elles y grandissent. Ce lieu entouré de barbelés était en fait un parc d'attractions. Les filles vivaient ici, entourées de nombreux employés, et recevaient chaque jour des milliers de visiteurs. Lorsque l'hôpital a ouvert ses portes pour de telles visites en 1936, les visiteurs ont franchi les grilles d'entrée dans l'espoir d'être parmi les premiers à poser les yeux sur les quintuplés Dion. Cela se faisait dans une salle où les filles étaient placées derrière une vitre, sous observation. Au cours des 7 années suivantes, environ 3 millions de personnes visitèrent les Dion, avec jusqu'à 6 000 visiteurs certains jours. C'est devenu une opération très lucrative pour le gouvernement canadien, les gens payaient pour entrer à l'hôpital. Et par conséquent, ce qui est devenu connu sous le nom de Queensland a fini par générer plus de 50 millions de dollars en frais d'entrée. À son apogée, Queensland n'était dépassé en Amérique du Nord comme site touristique que par des endroits comme les chutes du Niagara et le champ de bataille de Gettysburg, où la bataille la plus décisive de la guerre de sécession s'est déroulée en 1863. De plus, des individus comme le docteur Dafoe en ont énormément profité. Il a exploité sa position pour devenir l'un des médecins les plus célèbres au monde. Il a écrit plusieurs livres promouvant des produits comme Colgate, Quaker, Halts et Lysol. Il passait souvent à la radio et à la télévision, alors en plein essor. Des inquiétudes ont été exprimées sur l'exploitation manifeste des enfants. Olivier Dion voulait aussi libérer ses enfants, mais cela ne doit pas être vu comme une évolution totalement positive. Les parents des filles étaient tout aussi capables d'exploiter leurs enfants pour des raisons financières que le gouvernement canadien et le docteur Dafoe l'avaient été. Cependant, les exigences d'Oliva et d'Elzédion ne pouvaient pas être ignorées. Après une forte campagne de pression au début des années 1940, la garde des filles fut rendue à leurs parents en 1942. Un important fonds en fiducie avait été créé pour les quintuplés lorsque le gouvernement canadien en avait pris la garde. Dans les années 1930, ce fonds était devenu assez important grâce aux redevances provenant de Queensland et d'autres activités, notamment l'apparition des filles dans plusieurs films entre 1936 et 1938. Grâce au fonds en fiducie, un manoir de 20 pièces a été construit pour la famille Dion qui y a emménagé en 1943. La vie de famille à la grande maison fut difficile. Les quintuplés avaient en plusieurs autres frères et sœurs. Cela comprenait 5 aînés nés entre 1926 et 1933 et 3 garçons plus jeunes nés entre 1936 et 1946. Cependant, après avoir passé près de 10 ans séparés de leur famille, une distance s'était installée entre elles et les autres Dion. De plus, comme les filles l'apprendraient plus tard, le reste de la famille menait en réalité une vie extravagante grâce aux revenus du fonds en fiducie des filles. De plus, Oliva Dion, leur père, fut accusé de les avoir agressées sexuellement
entre les années 1940 et le début des années 1950. Les 5 sœurs ont quitté leur maison d'enfance lorsqu'elles ont eu 18 ans. Elles ont reproché à leurs parents une grande partie de ce qui s'était passé durant leur jeunesse. Mais la faute incombait surtout au comportement autoritaire du gouvernement canadien et à l'exploitation claire des quintuplés. Sans surprise, les 5 filles ont gardé un contact limité avec Oliva et Elzédion par la suite. Peu de temps après s'être émancipées de leurs parents, les 5 sont devenues 4. Emily a décidé de devenir religieuse lorsqu'elle est entrée dans l'âge adulte. Mais ses premiers mois au couvent de Sainte-Agathe-de-Mont, au Québec en tant que postulante ou novice, ont été marqués par une série de maladies, principalement des crises d'épilepsie. Le 6 août 1954, l'une de ces crises a été si grave qu'elle en est morte étouffée. Elle n'avait que 20 ans au moment de son décès. La seule autre des 5 sœurs à être morte jeune était Marie. Le 27 février 1970, alors que les reines avaient 35 ans, elle est décédée à Montréal d'un caillot sanguin au cerveau. Yvonne, Cécile et Annette, sans nouvelles d'elle depuis plusieurs jours, avaient contacté la police pour enquêter. Ils l'ont découverte morte dans son lit, dans son appartement. Yvonne, Cécile et Annette ont continué à vivre de longues vies. Yvonne a ensuite eu une carrière variée, travaillant comme infirmière, sculptrice et bibliothécaire. Elle ne s'est jamais mariée ni eu d'enfants. Annette s'est mariée et a eu 3 fils, tandis que Cécile s'est également mariée et a eu 5 enfants, dont une paire de jumeaux. Les mariages d'Annette et Cécile ont fini par un divorce. En raison de leur passé traumatisant, les Dionis ont du mal à faire confiance et à établir des relations durables hors de leur cercle. Après l'échec de leur mariage, ils ont vécu ensemble à Montréal dans les années 1990. Là, elles ont mené campagne pour obtenir justice face aux mauvais traitements subis durant leur jeunesse et ont poursuivi avec succès le gouvernement de l'Ontario en 1998. L'année précédente, elles avaient écrit à Kenny et Bobby McCoy, les parents du premier groupe de septuplés connus pour avoir survécu. Elle leur conseillait de limiter l'attention médiatique et l'ingérence dans leur vie et celle de leurs 7 nouveaux enfants. Yvonne est décédée le 23 juin 2001 dans un hôpital de Montréal. Elle avait 67 ans et avait été opérée d'un cancer quelques jours avant son décès. Annette et Cécile sont encore en vie et ont été interviewées ensemble pour leurs 87 ans en mai 2021. L'héritage des sœurs est curieux. Elles ont inspiré de nombreux films, émissions, livres et même un sketch des 3 Stooges. Beaucoup de ces œuvres datent des années 1930 et 1940 à l'apogée de leur célébrité. En 2018, la naissance des quintuplés a été reconnue comme un événement historique national officiel au Canada. Mais c'est un héritage mitigé, étant donné que les Dionne ont été effectivement maltraités et exploités par ceux qui étaient censés veiller sur elles durant leur enfance. Notre 3e histoire nous emmène dans la haute société britannique, où le sang royal n'a pas pu protéger 2 sœurs de la trahison. Avant de commencer à explorer les vies tragiques de Narissa et Catherine Beauce-Lyon et la controverse qui les a entourées, nous devons d'abord établir qui étaient les Beauce-Lyon. Le nom de famille est apparu au milieu du XVIIIe siècle, lorsque John Bowes, 9e comte de Strathmore et Kinghorn dans la pairie écossaise, qui était également le chef du clan Lyon, reçut le nouveau nom aristocratique de Beauce-Lyon par un acte du Parlement. La famille retrace sa lignée au XIVe siècle, quand John Lyon, seigneur de Glamis, était chambellan d'Écosse. Les origines de la famille datent du XIe siècle. Au début du XXe siècle, Claude Bowes-Lyon en était le chef. Le 14e comte de Strathmore et Kinghorn, son 2e fils aîné, John, né en 1886, était le père de Narissa et Catherine. Elles étaient donc les petites filles du 14e comte, l'un des nobles les plus hauts placés de la pairie britannique. En raison de l'importance de la famille Bowles-Lan, John s'est marié. Fenella Hepburn Stuart Forbes Trefessis, une fille cadette du 21e baron Clinton John Bowes. Lynn et Fenella ont vite eu plusieurs enfants. Une fille nommée Patricia est née en juillet 1916, mais malheureusement, elle est décédée juste avant son premier anniversaire.
Une autre fille, Anne, est arrivée quelques mois plus tard. Elle était en bonne santé et allait vivre longtemps et heureuse, tout comme Diana, née bien plus tard, en 1923. Mais les deux autres filles de John et Fenella ont eu des difficultés. Il s'agissait de Narissa, née le 18 février 1919, et de Catherine, la dernière de leurs 5 filles, née le 4 juillet 1926. Narissa et Catherine sont toutes deux nées avec un handicap mental. Dans la terminologie de l'époque, qui n'était pas très politiquement correcte, elles étaient qualifiées d'imbéciles, et la nature exacte de leur affection n'est pas entièrement claire. Même jusqu'à aujourd'hui, de telles affections n'étaient pas entièrement rares parmi la noblesse européenne au début du XXe siècle. Des années de consanguinité et de mariage entre cousins proches avaient entraîné la prévalence de maladies graves et de troubles mentaux chez de nombreuses lignées royales du continent. Quelle qu'ait été l'ampleur du problème chez Narissa et Catherine Bowles-Lyons, nous savons qu'elles n'ont jamais appris à parler correctement ni à communiquer efficacement. Tout cela s'est produit à une époque où la compréhension médicale des causes de telles affections était très limitée et où un important stigmate social restait attaché aux handicaps mentaux. Ainsi, en 1941, Narissa et Catherine, qui avaient alors respectivement 22 et 15 ans, furent déplacées par leur famille à l'hôpital Royal Earlswood, dans le Surrey. Celui-ci avait ouvert en 1855 comme asile pour les malades mentaux, mais au milieu du XXe siècle, il était devenu un établissement destiné aux patients souffrant de handicaps mentaux sévères. La famille a alors surtout cherché à ignorer l'existence des deux filles. Par la suite, leur mère Fenella, ni aucun membre de la famille, n'a rendu visite aux sœurs. Leur père, John, était mort depuis longtemps, étant décédé prématurément en 1930 à l'âge de 44 ans d'une pneumonie. Tout cela explique pourquoi la famille avait attendu jusqu'en 1941, alors que Narissa était déjà dans la vingtaine, pour placer les sœurs en institution. Le sort de Narissa et Catherine, aussi difficile à comprendre pour nous au début du XXe siècle que cela puisse être, n'aurait probablement jamais suscité un intérêt public significatif si ce n'étaient des liens qui s'étaient développés à cette époque entre la famille Bowes-Lyon et la famille royale britannique. Le 26 avril 1923, quand Narissa avait 4 ans, 3 ans avant la naissance de Catherine, la sœur cadette de leur père John, Elizabeth Bowes-Lyon, épousa Albert, duc d'York et fils cadet du roi George V de Grande-Bretagne. Ainsi, à partir de 1923, les Bowes-Lyon étaient liés par mariage à la famille royale britannique. Ce lien avec la monarchie britannique se renforça dans les années suivantes, car le plus jeune fils du roi George V, on ne s'attendait pas à ce qu'Albert devienne roi britannique. À la mort du roi en janvier 1936, son fils Édouard devint Édouard. 8. Le règne du nouveau monarque fut bref, sa volonté d'épouser Wallis Simpson, américaine 2 fois divorcée, étant jugée inacceptable par l'establishment politique britannique. En conséquence, en moins de 12 mois, Édouard avait abdiqué la couronne et fut remplacé par le duc d'York, qui devint le roi George VI. Ce changement de circonstances signifia que Elizabeth Bowes-Lyon, la tante de Narissa et Catherine, devint la reine consort de Grande-Bretagne. De plus, en avril 1926, quelques semaines seulement avant la naissance de Catherine Bowes-Lyon, Elizabeth avait donné naissance à une fille nommée Élisabeth. Du nom de sa mère, la future reine Élisabeth II de Grande-Bretagne, cousine germaine de Narissa et Catherine. Les 3 jeunes femmes avaient les mêmes grands-parents. Claude Bowes-Lyon, 14e comte de Strathmore et Kinghorn, et Cecilia Bowes-Lyon, près de Cavendish-Bentinck. Au fil des années, Narissa et Catherine ont continué à vivre à l'hôpital Royal Earlswood, largement ignoré par leur famille élargie. Un peu plus de 10 ans après leur arrivée à l'hôpital du Surrey, le mari de leur tante, le roi George VI, est mort prématurément d'un problème de santé familiale dû au tabagisme. Il a été remplacé par la cousine de Narissa et Catherine, la reine Élisabeth II, qui allait régner sur la Grande-Bretagne pendant 70 ans, devenant le 2e plus long règne de l'histoire internationale.
La controverse autour de Narissa et Catherine concerne surtout l'édition 1963 de Burke's Peerage. Burke's Peerage est une étude généalogique annuelle détaillant tous les membres de la noblesse britannique et irlandaise. Leurs ancêtres et les membres actuels de ces familles, y compris les membres élargis de la famille royale, les ducs, les comtes, les baronnets, les barons et d'autres familles titrées propriétaires terriens. Il a été publié pour la première fois en 1826 par un généalogiste irlandais, John Burke, à une époque où l'Irlande était encore entièrement gouvernée par la Grande-Bretagne jusqu'au XXe siècle. Le peerage était publié annuellement et les nobles britanniques et irlandais recevaient des formulaires pour mettre à jour les informations généalogiques de leur famille. En 1963, lorsque la famille Bowles-Lane a reçu son formulaire, la mère de Narissa et Catherine, Fenella, l'a rempli de manière controversée. Elle a précisé que Narissa était morte en 1940 et Catherine en 1961. Et cela malgré le fait que ces deux filles étaient toujours en vie et résidaient à l'hôpital d'Earlswood. La famille aurait-elle pu croire à tort que les deux filles étaient mortes, sachant qu'ils continuent à verser 125 livres par an à Earlswood pour leur entretien là-bas. À l'époque, on n'y a guère prêté attention. Mais en 1986, il a été révélé que les filles avaient été déclarées mortes en 1963, alors qu'elles étaient toutes les deux encore en vie à cette époque. Pour tenter d'expliquer cela, le neveu de Fenella a déclaré que sa tante, décédée entre-temps, était une personne vague, et que ce genre de choses aurait été tout à fait typique de sa part. Remplir un formulaire comme celui de la pairie de Burke de manière incorrecte, cependant, n'est guère une explication satisfaisante. Vanilla avait donné des dates précises de décès pour ces deux filles, et elle essayait très clairement de dissimuler le fait que la famille les avait placées à Earlswood, puis avait tenté d'agir comme si elles n'existaient pas. Narissa et Catherine ont vécu à Earlswood durant des décennies. Narissa est décédée là-bas en 1986 à 66 ans, 45 ans après son placement initial à l'hôpital. Aucun membre de la famille élargie n'a assisté à ses funérailles, bien que de nombreux proches étaient déjà décédés. Seul le personnel de l'hôpital était présent pour lui rendre hommage. Catherine est restée à Earlswood jusqu'à la fermeture de l'hôpital en 1997. Avant la fermeture, Catherine et plusieurs cousins atteints de la même maladie génétique, précédemment envoyés à Earlswood, ont été transférés à Ketwin House, une maison de soins proche dans le Surrey. Quand celle-ci a fermé en 2001, Catherine a de nouveau été transférée. Elle n'est décédée qu'en février 2014, approchant de ses 90 ans après avoir passé plus de 70 ans dans différents établissements de soins. Ni elle ni Narissa n'avaient déjà jamais appris à communiquer avec les autres. Telle était l'étendue de leur handicap. L'histoire de Narissa et Catherine a suscité une vive controverse en 1986 après la mort de Narissa. L'histoire des premières cousines de la reine, cachées et reniées par leur famille, a été révélée par The Sun en Grande-Bretagne. D'autres enquêtes ont montré que leur mère, Fenella, avait menti en prétendant être morte des années plus tôt, ce qui a intensifié la controverse. Voici la preuve que les Bowles-Lyons avaient non seulement placé 2 enfants à l'hôpital, mais les avaient ensuite ignorés. Mais ils ont ensuite affirmé que les sœurs étaient mortes depuis des années. Pour aggraver la situation, d'autres détails sur la mort de Narissa et l'absence de sa famille aux funérailles ont émergé. Il a été révélé de façon choquante que sa tombe au cimetière de Redstone n'avait qu'une étiquette en plastique et un numéro de série, sans nom. La situation a été corrigée plus tard quand les nièces et le neveu de Narissa ont organisé la pose d'une pierre tombale. À la fin des années 1980, les faits étaient déjà bien connus du public, mais l'histoire a refait surface plusieurs fois depuis. Par exemple, en 2011, Channel 4 a diffusé un documentaire intitulé « Les cousines cachées de la reine ». Ce documentaire affirmait que les sœurs avaient été ignorées et maltraitées par leur famille, alors que le reste de la famille Bowles-Lane menait une vie d'estime et de luxe. On pense aussi que cela a profondément bouleversé la reine Élisabeth II, directement concernée par le sujet.
Elle ignorait presque tout de ce qui était arrivé à Narissa et Catherine, et n'était pas impliquée dans la décision de placer les sœurs à Earlswood en 1941. L'histoire de Narissa et Catherine a récemment été présentée dans la série Netflix The Crown, intégrée à l'épisode 7 de la saison 4, intitulé Le principe héréditaire. Avec la réapparition de leur histoire, d'importantes publications comme Harper's Bazaar et Esquire couvrent l'histoire du Lion Bulls, les sœurs, encore une fois. En fin de compte, cependant, bien que la controverse autour des sœurs mette certainement en évidence un comportement insensible de la part de la famille Bowes-Lyon. L'histoire de Narissa et Catherine illustre comment la Grande-Bretagne, pourtant dite éclairée, traitait les personnes avec de graves handicaps intellectuels, même au milieu du XXe siècle. Nous restons en Angleterre pour notre prochain récit, alors que la maladie gagnait lentement du terrain. Deux fragiles sœurs aristocratiques, Lady Jacqueline Mary Alva Montagu et Lady Alice Eleanor Louisa Montagu, sont toutes deux nées le 27 novembre 1879. Elles étaient les deuxième et troisième enfants de George Montagu, vicomte Mandeville, et de Consuelo Montagu, née Snagar. Les jumelles avaient un frère aîné, William, qui deviendrait plus tard le 9e duc de Manchester. Les jumelles sont nées dans l'une des familles aristocratiques les plus éminentes de la Grande-Bretagne victorienne. Leur père, George, était le fils du 7e duc de Manchester et deviendrait lui-même le 8e duc en 1890, alors que ses filles n'en avaient né que 10 ans. Leur mère venait également d'une famille très réputée. Son père, Don Antonio Modesto Isnagar, était un homme d'affaires issu d'une lignée de riches Cubains ayant dirigé des plantations de sucre sur l'île depuis des générations. Pourtant, ils ont transféré leurs intérêts commerciaux et politiques aux États-Unis lorsque l'Empire espagnol en Amérique s'est effondré dans la première moitié du XIXe siècle. Consuelo est ensuite devenu l'un des premiers exemples de ce que l'on appelle généralement les princesses dollars ou héritières dollars. Les filles de riches hommes d'affaires américains épousaient les fils des grandes familles nobles britanniques, ce qui liait les familles américaines à la noblesse et améliorait leur statut, tandis que les aristocrates recevaient d'importantes liquidités. À une époque où de nombreux ducs, comtes et lords étaient accablés de dettes, accumulées après des années de vie fastueuse. Ainsi Jacqueline, Mary et Alice Eleanor, ou May et Nell, comme les appelait leur famille, sont nées d'un mariage de convenance entre une mère cubano-américaine et un père aristocrate britannique. Les débuts de May et Nell furent assez chaotiques pour des enfants aristocrates dans la Grande-Bretagne victorienne. Très tôt, elles vécurent entre les propriétés anglaises des Montagu, partageant leur temps entre Londres et le château de Kimbolton dans le Cambridgeshire. Cette maison de campagne était le siège de la famille Montagu et un château, qui possédait une riche histoire remontant jusqu'au XVIe siècle. La reine Catherine d'Aragon y a passé ses dernières années après son divorce d'Henri VIII. Leurs vies ont cependant été bouleversées alors qu'ils n'avaient que 4 ans lorsque leur grand-père, le 7e duc de Manchester, a exilé son fils et sa famille en Irlande. Là, ils vivaient sur le domaine du château de Tantridgy, situé dans le comté d'Armagh, au sud de l'Ulster. C'était dû au mode de vie imprudent de leur père à Londres, où ses excès d'alcool, ses jeux d'argent et d'autres activités l'ont rapidement conduit à tout dilapider. La grande majorité de la dot de 6 millions de dollars que Consuelo avait apporté au mariage. Pour mettre ses dépenses en perspective, cet argent, qu'il a dépensé en seulement quelques années, équivaut à plus de 170 millions de dollars aujourd'hui. Aujourd'hui, on se demande ce que les deux filles ont dû ressentir en vivant dans un pays où des familles comme les Montagu étaient considérées comme des seigneurs étrangers ayant supplanté la population irlandaise catholique romaine, et où elles auraient pris conscience de la relation difficile entre leur mère et leur père, dont le mariage était loin d'être heureux. En 1890, la mort de leur grand-père fit revenir toute la famille en Angleterre, changeant encore la situation des sœurs jumelles. Et leurs parents ayant pris la position de duc et duchesse de Manchester à Kimbolton, leur relation avec leurs parents aurait été étrangement distante.
Le duc et la duchesse partageaient de plus en plus leur temps entre Kimbolton et Londres, leur mère menant de nombreuses activités caritatives. Et May et Nell, de plus en plus surveillés par des nourrices, des précepteurs et d'autres membres du personnel de maison, c'est durant cette période qu'il devint évident que Nell était malade de ce qu'on appelait alors la consomption, mais que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de tuberculose, connue à la fin du XIXe siècle comme mort blanche. Elle était devenue l'une des maladies les plus mortelles du monde occidental à l'époque, ayant lentement émergé à partir du XVIIe siècle pour remplacer la variole comme le cancer de son temps. La maladie est une affection respiratoire qui touche principalement les poumons au début, avant que la défaillance du système respiratoire n'entraîne un affaiblissement des muscles et du corps. D'où le nom de consomption, comme si le corps était lentement consumé. Au moment où il est devenu évident que Nell en souffrait, près de 25% de tous les décès prématurés dans des pays comme la Grande-Bretagne étaient dus à la tuberculose. Cette maladie infectieuse est causée par des bactéries et se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne. Lorsque des personnes atteintes de tuberculose active dans les poumons toussent, crachent, parlent ou éternuent, on pense généralement que May souffrait également de tuberculose, donc elle a peut-être été contaminée par sa sœur, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement diagnostiquée. Nell et May ont sans doute eu des symptômes comme une toux chronique avec crachat de sang, fièvre, sueur nocturne et perte de poids. La tuberculose peut également infecter d'autres organes, ce qui peut provoquer une variété de symptômes. Les jumelles ont célébré leurs 15 ans en novembre 1894. À cette époque, elles étaient, pour citer un contemporain proche, sœurs Shane Leslie, les deux filles les plus belles et délicates qu'on puisse imaginer. Malheureusement, elles ne fêteraient pas leur 16e anniversaire ensemble. Le 15 mars 1895, May est décédée. Elle n'avait pas été officiellement diagnostiquée comme étant tuberculeuse, et donc la cause de sa mort reste non confirmée, bien qu'on suppose qu'il s'agissait de la tuberculose. Certains récits avancent que la cause de son décès serait le paludisme, bien que cela ne soit pas du tout clair. S'il y avait une raison pour laquelle on soupçonnait que May était morte du paludisme, c'est parce que la famille était en vacances en Italie à ce moment-là. Il est difficile d'imaginer cela aujourd'hui, à une époque antérieure à l'aviation, où les gens quittaient rarement l'environnement climatique dans lequel ils vivaient. Il était assez courant que des personnes originaires d'Europe du Nord tombent malades du paludisme en voyageant vers la Méditerranée. Il n'est donc pas impossible que May soit mort de cela, bien que la tuberculose reste la cause de décès la plus probable. La mort de May, malheureusement, a provoqué une sorte de rupture entre sa mère et l'une de ses plus anciennes amies, Alva Smith Vanderbilt. Au moment de la mort de May, le mari d'Alva, William Vanderbilt, se trouvait en Méditerranée avec les Montagu et a organisé le rapatriement du corps de May en Angleterre sur son yacht. Lorsqu'Alva l'a appris, elle a soupçonné que son mari et sa meilleure amie avaient une liaison, ce qui a donc ajouté à la tragédie de Consuela à l'époque. Bien que Nell souffrit clairement de tuberculose, elle a continué à vivre assez normalement après la mort et les funérailles de May. À l'hiver 1898, elle a fait ses débuts dans la haute société à Londres et aux États-Unis, peu avant ses 19 ans. Après sa présence aux événements à New York en novembre de cette année, les journaux la qualifièrent de la plus admirée des beautés de la dernière saison londonienne et la décrivirent comme d'une beauté exquise. Pourtant, l'entrée de Nell dans la haute société et sa joie de vivre une vie normale de jeune femme allaient être bien trop brèves. Après leur séjour à New York et aux États-Unis, elle et sa mère partirent tard pour Saint-Moritz en Suisse, ville réputée depuis des siècles pour ses eaux de source curatives. Elles étaient fin 1898 et Nell y passera une grande partie de sa vie. Les rapports de l'époque opposent sa mauvaise santé à sa grande beauté, notant ses cheveux châtains dorés étincelants et sa joie de vivre générale. Malheureusement, sa santé se détériorait fortement à cette époque. Au cours du printemps et de l'été, sa mère fit appel à de nombreux médecins pour s'occuper d'elle, tous recommandant du repos.
et qu'elle devait rester dans un climat sec et ne pas retourner aux conditions plus humides de l'Angleterre. Cependant, la situation ne s'est pas améliorée. Au début de l'année 1900, il était évident qu'elle était en train de mourir. Dans les mois précédant sa mort, la famille et les amis sont allés lui rendre visite dans les refuges alpins où elle vivait pour lui rendre un dernier hommage. Nell est décédée le 10 janvier 1900 à seulement 20 ans. Son décès a été largement rapporté, avec le New York Times en Amérique et des publications comme The Times à Londres qui ont relayé l'histoire dès le lendemain. Même en Nouvelle-Zélande, sa vie et sa mort furent vite rapportées. Un passage pertinent de l'Otago Daily Times donne une idée de la profondeur du chagrin suscité par sa disparition, d'autant plus qu'elle est survenue peu de temps après la mort de sa sœur jumelle. Beaucoup de gens n'avaient jamais vu feu Lady. Alice Montagu a ressenti regret et tristesse en apprenant sa mort soudaine à Davosplatz. Car on s'était tellement habitué à son beau visage, à force de voir souvent sa photographie ou son portrait dans les journaux illustrés, qu'elle semblait toujours être une sorte d'amie personnelle. Lady Alice était l'une des plus jolies jeunes filles vues à Londres depuis longtemps. Et elle n'avait pas seulement le charme de la beauté du diable, car elle n'avait que 21 ans, mais aussi celui d'une douceur d'expression particulière et d'une grande amabilité de caractère. Il semble tellement triste de penser qu'elle repose déjà froide dans sa tombe, alors que sa vie n'en était qu'au tout début de son printemps. En tant que fille de l'une, la duchesse Consuela, duchesse de Manchester, et petite-fille de l'autre, la duchesse de Devonshire, chaque famille ayant de nombreuses ramifications, la mort de Lady Alice plongera de nombreuses maisons nobles dans le deuil. La consomption, ce fléau anglais, était la cause du décès et a emporté de nombreuses vies. Les funérailles de sa sœur jumelle, Lady Jacqueline Nell, ont eu lieu au palais St. James le 15 janvier. La cérémonie a réuni d'importants nobles britanniques de la fin de l'époque victorienne, dont des membres de la famille royale et du personnel. Par la suite, les restes de Nell ont été transportés au château de Kimbolton, où elle a été inhumée aux côtés de sa sœur jumelle. À la suite du décès de Nell, leur mère décida de créer un mémorial intemporel à la mémoire de leur vie bien trop courte. Elle demanda à Louis Comfort Tiffany de créer le mémorial. Bien que Tiffany soit aujourd'hui surtout connu pour ses bijoux, son fondateur était surtout reconnu pour son travail sur le vitrail. À l'église Saint-Andrew, située sur le domaine du château de Kimbolton, la duchesse lui fit installer un vitrail, représentant les deux jeunes filles d'après une image prise peu avant la mort de May, alors qu'elles étaient adolescentes. L'image éthérée orne toujours l'une des principales fenêtres de l'église Saint-Andrew, un témoignage des deux jeunes filles mortes si jeunes. Si les filles étaient toutes nées seulement, 15 ou 20 ans plus tard, il est possible qu'elles ne seraient pas mortes. Déjà, dans les années 1890, de nouvelles méthodes de pasteurisation du lait et d'autres substances transmettant la tuberculose apparaissent. La première immunisation réussie contre la maladie a eu lieu en 1906, 6 ans après la mort de Nell. Dans les années 1920, les vaccins étaient généralement disponibles, bien que le tournant contre la maladie ne soit survenu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, environ 25% de la population mondiale continue de porter une trace de la bactérie, mais elle est presque entièrement dormante et n'a pas d'impact négatif sur les gens. Enfin, nous allons remonter jusqu'à l'Italie du XVIe siècle. Avant d'aborder l'histoire des filles Médicis, revenons sur Cosme de Médicis et sa célèbre famille. Né en juin 1519 à Florence, Cosme, ayant grandi dans la vallée du Mugello, appartenait à une dynastie qui venait de retrouver le pouvoir. Les Médicis furent chassés de Florence en 1494. Pendant des décennies, ils dirigeaient la République en coulisses grâce à leurs richesses, mécénat et empire bancaire. Mais au début des années 1510, dans le cadre des bouleversements politiques et des retournements des guerres d'Italie, ils ont réussi à reprendre le pouvoir. En 1530, le cousin de Cosimo, Alessandro de' Medici, devint le premier duc officiel de Florence, transformant l'ancienne République en État héréditaire. Cosimo, issu d'une branche cadette,
devait mener une vie paisible à la campagne, mais cela allait changer. En 1537, son cousin Alessandro a été assassiné, et le jeune Cosimo, âgé de seulement 17 ans, a été choisi pour lui succéder en tant que nouveau duc de Florence. Cosimo s'est imposé comme un dirigeant redoutable et, en 1569, reçut le titre de grand-duc de Toscane, marquant l'ascension des Médicis, des citoyens fortunés aux souverains européens. Sa femme était Éléonore de Tolède. Née en 1522 à Salamanque, en Espagne, elle était la fille de Pedro Alvarez de Tolède, un aristocrate devenu vice-roi espagnol de Naples et du reste de l'Italie méridionale. La région était sous domination espagnole. Elle épousa Cosme en 1539 à 17 ans pour renforcer l'alliance entre Espagnols et Médicis. De nombreux enfants allaient en suivre, mais la plupart des filles ne vivraient en que peu de temps. Éléonore et Cosme eurent 11 enfants, ce qui fit de leur union un succès exceptionnel. À l'époque moderne, dans les familles royales et aristocratiques, la principale obligation d'un couple était de donner des héritiers pour perpétuer la lignée. Cosme et Éléonore étaient très conscients de cette responsabilité. Le duc Alexandre, prédécesseur de Cosme, n'ayant pas d'héritier légitime, sa branche des Médicis s'est éteinte. Le titre ducal revint de manière imprévue à Cosme. Parmi leurs 11 enfants, Éléonore et Cosme eurent 7 garçons et 4 filles. Avant d'examiner plus en détail le destin des filles, jetons un bref coup d'œil sur les garçons. 2 d'entre eux, Pietro et Antonio, sont morts en bas âge. François l'aîné, né en 1541, succéda à son père Cosme comme grand-duc de Toscane en 1574. Le deuxième fils aîné, Jean, est mort du paludisme à seulement 19 ans en 1562, mais pas avant d'être devenu archevêque de Pise et cardinal de l'Église. Garcia, un autre fils, est aussi mort adolescent du paludisme, quelques semaines après son frère. Il restait Ferdinand, qui devint grand-duc à la suite de son frère en 1587, et Pierre, un individu psychologiquement instable et violent qui était une source d'embarras pour la famille. Comme nous le verrons bientôt, avant que Cosme n'épouse Éléonore, et même avant qu'il ne devienne duc de Florence, il était déjà devenu père. Sa fille, Bia de Médicis, est née vers 1536 près de Florence, mais l'identité de sa mère a été gardée secrète et reste inconnue à ce jour. Malgré son illégitimité, Cosme l'a reconnue comme sa propre fille et l'a intégrée au sein de la famille Médicis. Comme mentionné, il allait épouser Éléonore en 1539. Et bien que Bia ne soit que sa belle-fille, Éléonore l'a traitée tout de même avec gentillesse. Finalement, Bia fut envoyée vivre dans le domaine familial de la Villa di Castello, où elle fut prise en charge par sa grand-mère, Maria Salviati. Là-bas, elle grandit avec Giulia de' Medici, fille illégitime d'Alessandro de' Medici, du même âge et aussi protégée par Cosimo. Dans ce foyer protégé, les 2 filles reçurent tant l'éducation et le raffinement attendus des enfants d'une dynastie régnante. Bia se distingua aussi par sa vivacité et son affection, rayonnant au cœur des jardins paisibles de Castello. Cosimo adorait Bia et montrait clairement qu'elle restait sa préférée même après la naissance de ses 2 premiers enfants légitimes. Mais la tragédie frappa alors. Après être rentrée chez elle d'un voyage avec son père, Bia tomba gravement malade et fit une forte fièvre. Malheureusement, elle ne se remit pas et décéda le 1er mars 1542 probablement du paludisme. Elle n'avait que 6 ans. Sa mort fut vivement pleurée par les Médicis, puis elle fut honorablement enterrée dans la crypte familiale à San Lorenzo. Après sa mort, Cosme fit commander un portrait posthume à la cour, le peintre Agnolo Bronzino. Le résultat est une image d'une tendresse saisissante, et beaucoup la considèrent comme l'une des plus grandes œuvres de Bronzino représentant les filles de Cosme. Avec Éléonore, on a eu une histoire très brève. Voici Anna de Médicis, 10e enfant de Cosme, et Éléonore l'avant-dernière. Anna est née le 19 mars 1553 et morte le 6 août, moins de 5 mois plus tard. Il n'y a pratiquement aucun détail concernant sa vie, même les circonstances exactes de sa mort sont inconnues. Au XVIe siècle, la mortalité infantile et juvénile était fréquente,
30 à 35% des enfants mouraient avant l'adolescence. En raison de maladies comme la variole, la rougeole, la grippe ou d'autres complications chez les nourrissons, Anna fut l'une des nombreuses victimes parmi ses frères et sœurs. Les autres filles Médicis tragiques ont vécu beaucoup plus longtemps qu'Anna et Béa, bien qu'aucune d'entre elles n'ait atteint un âge avancé non plus. L'aînée des trois était Maria de Médicis. Elle fut la première des 11 enfants de Cosme et Éléonore. Née le 3 avril 1540, un an après le mariage de ses parents, elle voyait presque chaque année de nouveaux frères et sœurs arriver. Dans la nurserie des Médicis à la Villa Médicis de Florence, l'une des figures les plus particulières de la nurserie était Morganti, le bouffon de la cour, qui divertissait les enfants avec une chouette toujours présente à ses côtés. L'ambiance familiale était chaleureuse. Cosme et Éléonore aimaient que leurs enfants et se souciaient de leur éducation, d'après tous les témoignages. Ce qui n'est pas valable pour toutes les lignées royales et aristocratiques européennes de l'époque moderne. Eh bien, beaucoup d'enfants royaux étaient élevés dans des foyers séparés et voyaient à peine leurs parents, aussi affectueux soient-ils. Cosimo et Eleonora comprenaient parfaitement que leurs enfants servaient aussi un objectif politique. En Italie, face à la rivalité Espagne-France, il était crucial pour les Médicis d'obtenir des alliances pour étendre leur influence au-delà de Florence. Des portraits de la jeune Maria furent commandés dès ses 5 ans, bien avant la photographie, pour être présentés à des cours éloignées. L'un de ces portraits fut envoyé à Paris à sa cousine, Catherine de Médicis, l'épouse du futur roi de France, Henri II. Ce geste prouve que, dès 5 ans, Maria était déjà destinée à un prestigieux mariage en France. Un an plus tard, un autre mariage fut arrangé. Maria s'était alors déjà distinguée comme l'une des enfants les plus intelligentes des Médicis. Les écrivains de la cour remarquaient son intelligence et qu'elle enseignait les mathématiques et d'autres matières à ses jeunes frères et sœurs. À l'adolescence de Maria, Cosimo arrangea son mariage avec Erco II duc de Ferrare, Modène et Reggio, la fiançant à son héritier Alfonso. Cependant, avant que le mariage ne puisse avoir lieu, Maria tomba soudainement malade, probablement de la malaria, et mourut le 19 novembre 1557 à seulement 17 ans. Très vite, des rumeurs scandaleuses circulèrent à Florence. Une histoire prétendait que Cosimo lui-même était entré dans une rage meurtrière après avoir découvert Maria dans une liaison secrète avec un jeune noble et l'avait poignardée, pour l'honneur familial. L'histoire a choqué les contemporains, mais ce n'était presque certainement rien de plus que des ragots de cour, étant donné l'affection de Cosimo pour ses enfants. La mort tragique de Maria, fin 1557, n'a pas empêché l'alliance matrimoniale entre les Médicis et les Este. Bien que la future épouse du jeune Alfonso ait simplement changé, il fut alors décidé qu'il épouserait la sœur cadette de Maria. Lucrezia est née le 14 février 1545 à Florence, 5e enfant de Cosme et Éléonore et 3e fille. Nous évoquerons leur fille aînée, Isabella, en dernier, car elle a eu la vie la plus longue et infâme. Lucrezia a grandi aux côtés de sa fratrie grandissante à la cour des Médicis à Florence et a reçu la même éducation qu'eux. Son enfance fut écourtée après le décès de sa sœur Maria Fin, 1557. Lucrezia n'avait que 12 ans, mais son père conclut rapidement un nouvel accord politique avec le duc Hercule. Elle prendrait simplement la place de Maria et épouserait Alfonso à sa place. Cela paraît surprenant aujourd'hui, mais ce n'était même pas la première demande en mariage pour Lucrezia. Dès 1552, alors qu'elle n'avait que 7 ans, des plans avaient déjà été établis pour qu'elle épouse Fabio d'Almonte. Neveu du pape, Jules III, chef de l'Église catholique de 1550 à 1555, sa mort en 1555, a compromis l'alliance matrimoniale avec les Del Monte. Lucrezia épousa Alfonso d'Este lors d'une cérémonie à Florence le 3 juillet 1558. Alors qu'elle n'avait que 13 ans, son nouveau mari en avait 24. Puis une situation étrange s'est produite. Après le mariage, Alfonso retourna à Ferrare auprès de son père, laissant Lucrezia à Florence. Peu après, il se rendit en France pour négocier la position de Ferrare dans le traité de Cateau-Cambrésis, accord de 1559 qui mit fin à des décennies de conflits franco-espagnols pour l'Italie.
Lucrezia, quant à elle, resta dans l'incertitude, mariée en apparence, mais effectivement abandonnée par son mari dans les mois qui suivirent. Cosimo écrivit au duc Ericole à Ferrare ainsi qu'à son nouveau gendre, se demandant quand Lucrezia rejoindrait son mari dans sa nouvelle ville d'accueil. Nombre de lettres restèrent sans réponse, les événements à Ferrare devenant incontrôlables. Le duc Ercole tomba gravement malade et mourut en octobre 1559, permettant à Alfonso de devenir duc Alfonso II. Ce n'est qu'alors que Lucrezia fut enfin appelée à le rejoindre, et ainsi, à la fin de l'automne 1559 âgée de seulement 14 ans, Lucrezia arriva dans la ville en tant que nouvelle duchesse de Ferrare, Modène et Reggio. Ce n'est pas longtemps après cela que Bronzino peignit un célèbre portrait maniériste d'elle. Dans le portrait de Bronzino, Lucrezia a une pâleur presque surnaturelle, un idéal prisé chez les nobles européennes de l'époque. Mais cela pourrait aussi indiquer sa santé fragile. Elle était déjà malade. En 1560, après son arrivée à Ferrare, elle tenta d'accomplir ses devoirs publics, mais son état ne cessa de se détériorer. En 1561, elle était tourmentée par des fièvres récurrentes et restait en grande partie confinée dans ses appartements. Cosimo envoya ses propres médecins pour la soigner, mais rien ne ralentit le déclin. Des accès de fièvre, des saignements de nez, une toux sévère et une perte de poids spectaculaire, des rumeurs d'empoisonnement circulaient à la cour d'Est. Les historiens modernes rejettent en ces récits, privilégiant la tuberculose pulmonaire. Le 21 avril 1561, à seulement 16 ans, Lucrèce est morte à Ferrare. Elle a été enterrée dans le mausolée familial d'Este. Après la mort de Lucrèce en 1561, seule, Isabelle, déjà mariée depuis longtemps, restait en vie parmi les filles de Cosme. Née le 31 août 1542, Isabelle fut promise à Paolo Giordano Orsini, futur duc de Bracciano, en 1553, alors qu'elle n'avait que 11 ans. La famille Orsini comptait parmi les plus anciennes familles aristocratiques de Rome. Ils rattachèrent leur héritage à l'Empire romain et affirmaient descendre de Jules César. Plusieurs membres de la famille devinrent papes au fil des siècles, exerçant une grande influence à Rome et en Italie centrale. Ce mariage entre Isabelle et Paolo Giordano en 1558 fut encore un avantage politique pour les Médicis. Le mariage d'Isabelle était inhabituel dès le départ. Son mari était flambeur et coureur de jupons. Le duc Cosme décida donc de garder sa fille à Florence avec sa dot, même après leur mariage. Il attendait la preuve que Paolo ne dépenserait pas l'argent immédiatement. Elle partit finalement pour Rome, malgré une série de fausses couches dans les années 1560. Après de nombreux échecs, elle eut enfin 2 enfants en bonne santé. Francesca en 1560 et 11, puis Virginio en 1572. Francesca et Virginio vécurent longtemps, bien après le XVIIe siècle, et Isabella aurait eu de nombreux petits-enfants si elle avait vécu assez longtemps. Mais ce ne fut pas le cas. À ce moment, le grand-duc Cosme Ier avait déjà subi de nombreuses pertes. Bien qu'Isabella fût sa seule fille survivante, il avait une jeune pupille, Éléonore de Garcia de Tolède, née en 1553. Sous sa protection, Éléonore était sa nièce par alliance. Sa mère était morte très jeune et son père était souvent absent. Sa tante Éléonore de Tolède, épouse de Cosme, l'a élevée à la cour des Médicis comme sa fille. En 1562, la tragédie frappa encore. L'épouse de Cosme, Éléonore, est morte du paludisme à 40 ans, tout comme 2 de leurs fils, Giovanni et Garcia. Cette perte laissa la jeune Éléonore dans une position difficile, mais même après la mort de sa tante, elle continua d'être traitée avec chaleur et faveur, à la cour florentine. En avril 1571, Cosme arrangea le mariage de son fils Pietro avec Éléonore, faisant d'elle sa pupille et future belle-fille. Le couple était cousins germains et avait grandi côte à côte, et Cosme espérait que leur familiarité et leur éducation commune mèneraient à une union harmonieuse. Mais comme nous allons bientôt le voir, il s'est gravement trompé. Après la mort d'Éléonore de Tolède, Cosme prit une maîtresse, Éléonore della Albizzi, avec qui il eut 2 enfants, une fille qui mourut avant le baptême et un fils Giovanni qu'il légitima par la suite.
Giovanni devint ensuite un commandant militaire et diplomate respecté auprès des Médicis. Cosme débute plus tard une relation avec Camilla Martelli et leur fille Virginia née en 1568. En 1586, Virginia épousa César d'Este, duc de Modène et de Reggio. Ils eurent 10 enfants, 6 fils et 4 filles. Avec le temps, Virginia montra toutefois des signes de graves maladies mentales. Son confesseur affirma qu'elle était possédée par des démons, et les tentatives d'exorcisme n'ont fait qu'aggraver sa souffrance, la laissant complètement incapable durant ces dernières années. Elle est décédée à Modène le 15 janvier 1615 à 46 ans. Malgré sa fin tragique, Virginie fut la seule des filles de Cosme à vivre au-delà de 40 ans. Cosme mourut en avril 1574 et fut remplacé par son fils François, une succession qui allait bientôt causer le malheur d'Isabelle et d'Éléonore di Garcia di Tolède. En 1576, Isabelle et Éléonore connurent une fin violente. François apporta un soutien tacite à une série brutale de représailles contre les infidélités présumées parmi les femmes Médicis, ce qui incluait le frère mentalement instable d'Isabelle, Pierre, un jeune homme perturbé dont l'état psychologique avait toujours été connu comme fragile. Dès son plus jeune âge, il était violent, avait de nombreuses maîtresses et aurait aussi maltraité physiquement Éléonore. Puis le 10 juillet 1576, Éléonore fut retrouvée morte. Bientôt, une rumeur circula selon laquelle il pourrait s'agir d'une crise cardiaque, un scénario peu probable pour une femme de 23 ans en bonne santé. En réalité, Pietro avait étranglé sa propre femme à mort avec une laisse de chien. 6 jours plus tard, Isabelle fut également étranglée à mort par son mari. C'était dans un pavillon de chasse des Médicis près de Florence. Paolo savait qu'Isabelle avait une liaison avec l'un de ses cousins, Trollo Orsini. Isabelle et Trollo étaient entamants depuis 12 ans. Ils avaient commencé leur relation dès 1564, après qu'elle ait cherché du réconfort dans cette liaison suite à la perte d'un autre enfant pendant sa grossesse. Il semble que la décision de Paolo de tuer sa femme, probablement avec le soutien de son beau-frère, le grand-duc François de Médicis, ait été motivée par le fait que la liaison était devenue bien trop publique pour être tolérée plus longtemps. La dernière des filles Médicis a été assassinée à 33 ans par son mari, avec l'accord de son frère, pour l'avoir humiliée par son adultère. Ce fut une fin choquante. Cela illustre comment les filles Médicis étaient d'abord traitées comme des pions politiques servant à former des alliances matrimoniales, puis brutalement rejetées. Un rappel de la brutalité de la vie, même pour les femmes aristocrates dans l'Europe du début de l'époque moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ces sœurs tragiques. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous souhaitez plus de vidéos longues, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon Noël en famille. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. C'est tout pour moi. À bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.